Bonjour, il veut faire de Perpignan le laboratoire de la lutte contre l'extrême droite. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grands entretiens dans le cadre des élections municipales. D'ici les scrutins des 15 et 22 mars prochains, on reçoit à la rédaction les candidats à la mairie de Perpignan. Aujourd'hui, Michaël Hydrac, le candidat de la France Insoumise, soutenu par les écologistes et Génération. Gratuité des transports, accès à l'emploi et lutte contre les passeurs thermiques, Michaël Hydrac nous présente les combats clés qu'il compte gagner à la mairie de Perpignan. Comment entend-il incarner la politique de rupture des insoumis à l'échelle locale? Peut-il rassembler la gauche? Va-t-il désarmer la police municipale comme le préconisent les cadres de la France Insoumise? Tout de suite, Michaël Hydrac est l'invité de Made in Perpignan. Et juste avant, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Michaël Hydrac, bonjour. Bonjour Maïté Torres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc, je vais tout d'abord rappeler votre parcours professionnel et politique. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une erreur. Vous êtes d'accord sur le principe? Ah oui, tout à fait. Donc, vous avez 38 ans. C'est ça. Et vous êtes d'ailleurs le plus jeune des 5 candidats. En effet. Vous êtes aussi un militant de terrain insoumis depuis une dizaine d'années. C'est ça. Vous êtes enseignant-chercheur en sociologie et vous êtes spécialisé dans l'étude des migrations de population. À Perpignan en 2020, vous étiez 4e sur la liste L'Alternative qui n'a pas franchi la barre des 10% pour se maintenir au second tour. Et en 2024, vous étiez 18e sur la liste menée par Manon Aubry. La députée européenne est d'ailleurs venue vous soutenir le 16 janvier dernier. En octobre 2025, à l'issue d'un vote interne et d'une validation par les instances nationales, vous portez la liste Changer d'air. Une liste soutenue bien sûr par la France Insoumise, également les écologistes et Génération.s. Vous vous êtes présenté à la presse comme l'antithèse de Louis Alliot. Le 15 et 22 mars prochain, vous allez solliciter le vote des Perpignanais et des Perpignanaises avec un programme que vous qualifiez de rupture. À Perpignan, les électeurs devraient avoir le choix entre au moins 3 listes de gauche, la vôtre, Perpignan Autrement et celle portée par Agnès Langevin. N'est-ce pas donner un boulevard à la réélection de l'extrême droite? Je m'attendais à cette question, bien évidemment, et c'est une question à laquelle je commence à avoir l'habitude de répondre. Je voudrais repréciser le contexte dans lequel s'est construit cette multiplication des listes. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est à l'issue des dernières élections législatives qui ont permis au nouveau Front populaire de remporter le scrutin, pousser jusqu'aux élections municipales, pour que ce format-là soit un format dans lequel on puisse avoir un candidat unique pour les élections municipales. J'ai proposé ça aux écologistes qui ont accepté immédiatement, j'ai proposé ça à Génération qui a accepté immédiatement. Le Parti socialiste et le Parti communiste ont refusé de me rencontrer. Nous avons fait des demandes de rencontres qui sont restées lettres mortes. Donc à partir de là, je ne peux plus m'émouvoir de ne pas les avoir avec moi et je ne vais pas aller jouer de la mandoline sous leur fenêtre. Mais il faut aussi se demander ce que c'est la gauche. Perpignan, c'est une ville de plus de 100 000 habitants. Une ville de plus de 100 000 habitants, c'est une élection nationale. Et le Parti socialiste a changé d'alliance. Le Parti socialiste est aujourd'hui la dernière béquille de la Macronie. C'est grâce au Parti socialiste que Sébastien Lecornu est toujours en place. Donc il est logique, et d'ailleurs leurs cadres nationaux le disent, il ne faut surtout pas travailler avec la France Insoumise ni au premier ni au second tour. Bon, eh bien tout simplement, ils ne pouvaient pas travailler avec moi parce qu'ils ont l'ordre de ne pas travailler avec moi. Et c'est la même chose pour Agnès Langevin, qui va chercher des alliances du côté de la droite dure. Moi, quand j'entends dans la presse qu'Annabelle Brunet est quelqu'un de centre-gauche, ça me hérisse le poil, parce que c'est quelqu'un qui a été élu conseillère départementale avec le soutien de Jean Sol, lequel Jean Sol considère qu'il ne faut pas hésiter à faire des alliances avec le Front National au deuxième tour. Ce que je dis aux électeurs qui sont déçus, puisque moi aussi je suis déçu par les trahisons répétées du Parti Socialiste, je suis déçu par la dérive droitière de Madame Langevin, mais ce que je dis aux gens qui sont attachés aux étiquettes, attachés à l'unité des étiquettes, c'est que s'ils veulent les étiquettes unies au second tour, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de me placer largement en tête de ces 3 listes au soir du premier tour, parce que je m'engage à les rappeler. Je me suis engagé plusieurs fois à le faire devant mes instances nationales, devant celles d'Europe Écologie Les Verts, devant celles de Génération, devant mes militants. Donc je suis tenu par mes engagements et je ne trahis pas mes engagements. Donc je souhaite dire à ces électeurs
qui sont attachés aux étiquettes que s'ils veulent voir les étiquettes réunies sous une même bannière au second tour, il n'y a qu'une possibilité, c'est de voter largement pour moi au premier tour. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité d'alliance entre les 3 listes pour l'instant? Quand? Avant le premier tour? Oui. Non. La campagne est lancée, bien lancée, largement lancée. Et les discussions... Donc la désunion de 2020 risque de donner le même résultat en 2026 avec la réélection de Louis Alliot? Non, absolument pas. Et puis les premières statistiques sont assez intéressantes pour nous. En 2020, c'était un assemblage de briques et de brocs avec des têtes de liste qui ne savaient pas trop où elles mettaient les pieds et qui n'ont pas réussi à faire campagne. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le terrain et ça fait 2 ans et demi que les gens nous disent vivement 2026, comme ça, M. Hydrac sera un très bon candidat pour les élections municipales. Dans tous les quartiers où je vais, les gens me connaissent et me disent « Ah, c'est vous le candidat de la France Insoumise ?» Ils ne me disent pas qui vous êtes ou autre. Ils me disent oh ben c'est normal, on va voter pour vous. Donc la configuration n'est absolument pas la même. Ça fait 2 scrutins que nos candidats sont toujours 2e derrière le Rassemblement national. Ça n'est pas le Parti socialiste ou Place publique ou le Parti communiste, ni même les Républicains de M. Nogueret qui sont 2e, c'est nous. Donc à partir de là, il y a un affrontement. Pour vous, la France Insoumise, c'est une clarification? Mais c'est une clarification, mais nous avons aussi eu l'honnêteté de poursuivre le travail entamé pendant les élections législatives et on l'a martelé du matin au soir qu'on voulait ce périmètre. Les autres n'ont pas souhaité le faire, et bien tant pis, mais nous on incarne cette liste d'union de la gauche et des écologistes qui est la seule héritière du nouveau Front populaire et on a une France insoumise extrêmement forte à Perpignan avec des écologistes qui nous sont complémentaires. Je rappelle aussi qu'avec les écologistes perpignanais, nous travaillons depuis plusieurs années sur des sujets comme la sécurité, comme l'environnement. On va à leurs événements, on s'inspire, ils viennent aux nôtres, on s'inspire et puis l'union était naturelle. Donc moi je crois que Perpignan, qui est une ville que le Front National a voulu présenter comme un laboratoire, ça nous a aussi appris à nous, la gauche de rupture, à lutter mieux qu'ailleurs contre le Front National et qu'aujourd'hui, à Perpignan plus qu'ailleurs, à la fin ce sera eux ou nous. Il n'y a pas d'autre possibilité que le prochain maire de Perpignan soit quelqu'un d'extrême droite ou soit moi. Donc vous vous êtes d'ailleurs présenté comme l'antithèse de Louis Alliot. Qu'est-ce que cela signifie? Louis Alliot est issu d'un parti fondé par des Waffen-SS, qui est un parti qui cultive la xénophobie et qui, pendant 6 ans, a monté les Perpignanais les uns contre les autres. J'ai hâte d'être en débat contre Louis Alliot, puisqu'en étant spécialiste des migrations de population, je pense qu'il va être un peu mal à l'aise quand il va nous raconter tout et n'importe quoi. Louis Alliot, c'est quelqu'un qui a surjoué une carte sécuritaire. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on voit que les finances de la mairie d'Évis, parce qu'il a recruté un nombre incalculable de policiers municipaux, il a acheté un nombre d'armes incalculable et il a investi de façon effrénée dans les caméras de surveillance, on voit que les crimes et délits augmentent de 10,1%. Donc c'est un échec absolu. Et nous, ce qu'on dit, c'est que la violence est une conséquence, qu'il faut la prendre à la racine, qu'il faut une police de proximité dont un certain nombre n'aura pas d'armes et jouera au foot avec des gamins dans les cités. Donc on a sur tout ce qu'il propose le projet inverse. Sur la culture mémorielle par exemple, il nous sort une place Pierre Sergent, terroriste de l'Algérie française, l'espace sportif Jonker d'Oriola, collaborateur, frappé d'indignité nationale à la Libération parce qu'il avait collaboré avec les nazis. Nous sommes l'inverse de ça. Moi, l'espace Jonker d'Oriola, c'est la première chose que je vais faire débaptiser. Cet espace sportif aura le nom d'une figure de lutte contre les nazis et pas le nom d'un collaborateur des nazis. Donc, M. Alliot s'est dit qu'à Perpignan, il avait carte blanche pour tout essayer. Pour tout essayer, tout ce que le Front National espère faire ailleurs, mais c'est un échec absolu et on s'est opposé à tous ces délires mégalomaniaques et profondément d'extrême droite. J'entends certaines analyses parfois qui m'agacent de soi-disant sociologues locaux ou politologues locaux ou autres qui disent oh ben finalement M. Alliot n'a pas été un maire d'extrême droite, il n'a pas joué la carte de l'extrême droite. Moi je suis en total désaccord avec ça. M. Alliot est un maire d'extrême droite et il est d'une extrême droite extrêmement violente. M. Alliot c'est l'héritier de cette extrême droite la plus dure. Est-ce que ça dérange encore aujourd'hui l'électorat ça? Parce que quand même, le sondage de l'IFOP récent de l'Indépendant vous place très loin derrière le maire sortant, avec, selon les configurations, entre 14 et 17% des intentions de vote. Ce retard est-il rattrapable? Crier à l'extrême droite, est-ce que c'est suffisant pour remporter l'élection? Surtout qu'il est placé quand même à 43% des intentions de vote dès le premier tour. Bien sûr que non, et c'est pour ça que nous, les insoumis et les écologistes, nous travaillons toujours à partir d'un programme. Agiter le chiffon rouge du Front National, ça n'a pas marché. La preuve, en 2020, on sait ce que ça a donné. Monsieur Alliot a réussi à capter le vote d'une bourgeoisie locale de centre-ville qui votait traditionnellement pour les Républicains. Mais face
à l'étiolement de la dynastie Alduy-Pujol, ils se sont dit qu'ils avaient envie de changement et ils ont basculé à l'extrême droite. Je crois que les médias nationaux comme CNews y sont aussi également pour beaucoup. Donc aujourd'hui, l'extrême droite devient un peu à la mode. C'est grave, la parole raciste se libère et elle se libère à Perpignan plus qu'ailleurs. Moi, ce n'est pas ces gens-là que je vais aller convaincre. Le côté fâché mais pas facho, pour moi, il n'existe pas. Les fachos sont fâchés. Par contre, il y a un électorat qui aujourd'hui ne vote pas, qui ne votera pas à droite et qui ne votera pas pour le Parti socialiste. Il n'y a qu'une seule personne pour qui ces gens sont capables de voter, c'est moi. Tous les soirs, je vais taper aux portes. Tout le temps, je fais des marchés, je vais parler aux gens. J'inscris les gens sur les listes électorales. Je prends mon petit ordinateur, je me mets à une terrasse de café et j'envoie mes copains demander aux gens s'ils sont inscrits sur les listes électorales. Les jeunes, les quartiers populaires vont se réveiller pour cette élection. D'ailleurs, dans ce sondage, il y avait une particularité. Les 18-24 ans se reportaient sur votre vote à 53%. Des voix, enfin des intentions de vote. Comment expliquez-vous cette différence entre la France insoumise et les autres partis traditionnels, PS, etc. C'est normal. Et Rassemblement national. C'est parce qu'on est là pour eux, c'est parce qu'on défend leurs intérêts. C'est d'une logique absolue, mais moi je vais vous dire, c'est intéressant ça, mais une partie de ces jeunes et de ces quartiers populaires qui vont voter n'ont pas été sondés. Donc par rapport au score, à la question, est-ce que Louis Alliot est rattrapable, j'ai commencé à répondre oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ce score de la jeunesse, des quartiers populaires va augmenter, il va encore augmenter et on est tous les jours en train de les inscrire sur les listes électorales. La deuxième chose, c'est que Louis Alliot, 44%, pour lui c'est un peu décevant. Et certains de ses cadres s'en sont un peu agacés de ce sondage. Parce qu'il a déjà capté la bourgeoisie locale, de droite traditionnelle, qui se dit qu'elle va voter pour lui. Bon, enfin, il espère quand même remporter l'élection dès le premier tour. Il n'aura pas, c'est du marketing. Mais le problème en ayant fait ça, c'est qu'il n'a pas de réserve de voix au second tour. Louis Alliot, il peut se trouver largement en avance devant moi au soir du premier tour, avec 44%, et moi peut-être 17, 19, 20, je ne sais pas, mais largement derrière moi au soir du second tour aussi, parce qu'il n'aura pas de réserve de voix. Il restera, bien sûr. Le Parti socialiste et le Parti communiste seront avec moi, et s'ils ne sont pas avec moi, ils n'auront pas d'autre possibilité que d'appeler à voter pour moi. Et moi, je souhaite qu'ils me rejoignent, comme je souhaite que d'autres personnes me rejoignent. Donc vous appelez au Front républicain derrière vous dès le premier tour, pas dès le 2, après le 2. Non, j'appelle pas un Front républicain, j'appelle à une volonté d'union sur des bases solides. Je ne peux pas demander à n'importe qui, il faut être sérieux. J'espère que M. Nougueret pourra potentiellement appeler à voter pour moi, mais nous n'avons aucun point commun. On ne va pas fusionner des listes en faisant semblant qu'on va gouverner la mairie dans la main, c'est des mensonges. Par contre, avec le Parti communiste, on a des affinités écologiques. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'ils font dans cette alliance rocambolesque de Perpignan autrement. Avec le Parti socialiste, on sait qu'ils trahissent à la première occasion le programme, mais on sait que quand ils décident de lutter contre l'extrême droite, ils peuvent être utiles. Alors je leur demanderai d'être utiles dans la lutte contre l'extrême droite. On aura une base idéologique, parce que sans base idéologique, on ne pourra pas battre Louis Alliot. Donc au second tour, j'appellerai tous ceux qui peuvent contribuer à une idéologie qui permet de faire une campagne de second tour permettant de battre l'extrême droite, de me rejoindre. Mais il y a la possibilité qu'il y ait plusieurs listes qui se maintiennent au second tour. Donc qu'ils fassent plus de 10% et qu'ils soient là. Du coup, ça va mathématiquement diviser les voix et entraîner la possibilité d'une réélection pour Louis Alliot. Moi, je pense qu'à l'état actuel des choses, l'hypothèse de la triangulaire est tout à fait crédible. J'imagine que M. Alliot sera premier au soir du second tour. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas être premier au soir du second tour. Je pense que je serai deuxième. Et je pense qu'une liste telle que celle de M. Nougueret peut être derrière moi et se maintenir au second tour. Je suis personne pour dire à M. Nougueret, il faut me laisser la place. On ne parle pas de la même chose, donc s'il considère qu'il doit rester au second tour, eh bien qu'il y reste. Mais j'imagine mal Agnès Langevin et j'imagine mal Mathias Blanc se maintenir au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire s'ils font plus de 10%, parce qu'en l'état actuel des choses, j'ai du mal à les imaginer faire 10%. Ils se battent entre eux pour le même électorat, ils se détestent, ils ne se rejoindront jamais, les Perpignanais perdent confiance, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux. Donc l'hypothèse de la triangulaire est tout à fait crédible, et puis je pense que dans cette triangulaire, j'aurai une carte à jouer. Michaël Hydrac, en octobre dernier, vous avez lancé un appel à candidature pour rejoindre votre liste. C'est une démarche originale en politique. Qu'est-ce que ça a donné ? Mais c'est pas si original que ça, et nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait jouer cette carte sans la surjouer. C'est une erreur qu'on avait fait à l'époque de l'alternative. Jouer cette carte de la démocratie participative. On s'est dit qu'on ne voulait pas que notre liste soit représentative d'un cartel,
avec un insoumis, un écolo, un insoumis, un écolo. On s'est dit qu'on n'avait pas particulièrement de prétention sur les places. Je ne vous cache pas qu'évidemment, si c'est un insoumis qui est premier, le troisième serait un écolo, c'est logique. Mais à partir de ça, on s'est dit qu'on n'avait pas de prétention et qu'on voulait rencontrer des gens bien sur le terrain et des gens bien qui nous sollicitent par rapport à l'extérieur. Évidemment, on a fait jouer un peu nos réseaux. Sur cette liste, il y en avait plus de la moitié où on savait déjà avec qui on voulait travailler. Mais on a eu, on va dire, allez, au moins un tiers de personnes qui nous ont rejoints, qui nous ont passé des coups de fil, qui nous ont dit j'aimerais bien donner un coup de main sur tel quartier ou autre. Et ce qui fait qu'il y a à peu près un tiers de la liste qui sont des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de cette campagne et je m'en réjouis parce que c'est des gens qui ne vont pas forcément adhérer aux écologistes après ou venir militer avec les insoumis après les élections, mais c'est des gens qui se disent je suis de gauche, j'ai envie de me battre contre l'extrême droite, je pense que la liste d'union de la gauche et des écologistes c'est la solution et donc on bosse bien comme ça et aujourd'hui je suis presque embêté parce que j'ai plus que 55 noms et il va falloir que je dise non à un certain nombre de camarades. Michaël Hidalgo, vous êtes en campagne sur le terrain depuis plusieurs mois avec des ateliers participatifs, des tractages et des rencontres sur les marchés. Que retenez-vous de ce que vous disent les Perpignanais et les Perpignanaises que vous rencontrez? Quels sont les grands thèmes, les propositions qui sont ressorties de ces échanges? Alors là, ça fait beaucoup de questions. Je pense qu'on finira par la couper en plusieurs. Mais sur le terrain depuis des mois, mais même, je vais vous dire, depuis des années. Et je me rappelle, je crois que c'était vous qui m'aviez posé la question. Après l'inauguration du local de la France Insoumise en novembre 2023, j'avais lancé des consultations populaires. Je savais qu'il fallait qu'on soit candidat au municipal en ayant des arguments. J'avais lancé ça et puis c'était dur, hein. C'était 4 personnes, 5 personnes qui nous disaient ben moi je veux ça, là le feu rouge il est trop long, là le passage piéton il n'est pas au bon endroit. Et puis on discute, je ne sais plus si c'était une conférence de presse ou autre, je vous dis je suis content, j'ai vu 100 personnes ou 150 personnes. Et vous m'aviez dit mais c'est tout. Je dis ben oui c'est tout, mais c'est énorme à 2 ans et demi des élections d'arriver à faire venir des gens qui se disent ah ben finalement c'est bien les politiques, ils viennent nous voir même quand il n'y a pas d'élection, puis ils donnent leur avis. Mais ça... c'est des gens que je retrouve aujourd'hui sur ma liste et qui pourtant sont ni des insoumis ni des écolos. Donc on a commencé à bosser comme ça. Et cette crédibilité, on est allé la chercher à l'huile de coude en fait. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et les grands projets qui se dégagent, moi ce que je sens, c'est vraiment une volonté de dégager une espèce d'oligarchie locale dans lequel je mets la mairie de Perpignan, mais je mets aussi le département et la région socialiste. Parce que les gens se sentent trahis, les gens veulent dégager cette élite et en ont marre de voter pour des gens qui font l'inverse que ce qu'ils ont promis. Donc c'est pour ça que notre présence sur le terrain tout le temps, même quand il n'y a pas d'élection, les rassure. Et ce qui revient le plus, c'est pas une volonté de Hollywood catalan ou de je ne sais quoi, c'est une volonté de dignité. La mairie d'extrême droite pendant 6 ans a abîmé le lien social. Les gens se sentent honteux. Il y a des gens qui ne sortent plus de leur quartier. Ils se sentent plus légitimes à aller en ville, à aller aux terrasses des cafés. Déjà d'une part parce qu'ils n'ont plus la possibilité de consommer pour des raisons de pouvoir d'achat et parce qu'ils se sentent illégitimes dans la mesure où la parole raciste se libère. Donc nous ce qu'on veut avant tout c'est dignité, pouvoir d'achat et redonner l'envie et la possibilité aux gens d'être des acteurs de leur ville. Concernant la sécurité, c'est un des sujets prioritaires pour les Perpignanais, mais au-delà, hein, bien sûr. Moi aussi. Avec 350 caméras, 200 agents de police municipale, Perpignan est la ville de plus de 100 000 habitants qui compte le plus de policiers municipaux par rapport à son nombre d'habitants. Malgré ce ratio, vous l'avez dit, hein, les chiffres de la délinquance ne baissent pas, au contraire, ils augmentent. Mathilde Panot, chef du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, propose de désarmer la police municipale. Vous, maire de Perpignan, oui ou non, allez-vous désarmer la police municipale? Je commence à avoir l'habitude de cette question aussi, alors à force ça devient des questions que j'aime bien. On a commencé par l'école et puis le deuxième sujet auquel on s'est attaqué, c'est le sujet de la sécurité. La sécurité, ça s'aborde, la sécurité d'un point de vue local, ça s'aborde aussi avec une lunette nationale et vous pouvez tout à fait m'interroger sur Mathilde Panot. Nous, la doctrine, c'est qu'on veut que les policiers municipaux soient intégrés au corps des policiers nationaux. Okay, on manque de policiers nationaux, ça c'est un constat que fait la France Insoumise et on plaide pour du recrutement de policiers nationaux. Ce qui fait que si on fait ça, qu'on intègre les policiers municipaux armés comme ceux qu'on a aujourd'hui, à la police nationale, on pourra avoir une police de proximité désarmée. J'ai pas compris, sur les 200 agents, j'ai pas compris. Vous allez en mettre quelques-uns à la police nationale? Ben non, moi je peux pas. Ah. Ça c'est la doctrine nationale, c'est pour le jour où Jean-Luc Mélenchon sera président et j'espère que, j'espère que Jean-Luc Mélenchon sera président. Ce dont
parle, Mathilde, c'est dans un monde idéal, c'est dans un monde où on serait au pouvoir. Les policiers municipaux de Perpignan seraient intégrés à la police nationale et localement, on aurait juste une police municipale de proximité. C'est pas le cas, et je l'ai dit plusieurs fois, et malheureusement aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas président, il y a 200 agents, je suis un républicain, je n'en virerai aucun, ça serait démentiel de virer qui que ce soit de la mairie de Perpignan. Par contre, aujourd'hui, c'est un échec, le tout sécuritaire de Louis Alliot. Les gens ont parfois peur de la police municipale, qui prend des largesses, qui se mêle des dossiers qui ne concernent que la police municipale. Je l'ai dit plusieurs fois, et il y a un journal qui l'avait même repris comme titre d'un article, si les armes sont là, je ne vais pas les fondre. Je n'ai aucun intérêt à fondre les armes ou à les revendre ou à faire je ne sais pas quoi. Par contre, on se rend compte que d'avoir 100% des policiers municipaux en armes qui empiètent sur les missions de la police nationale, c'est inefficace. Malheureusement, les policiers nationaux sont trop peu nombreux. Donc malheureusement, certains policiers municipaux de Perpignan devront rester en armes. Par contre, pour aller dans des quartiers, d'autant plus quand c'est dans des quartiers populaires, je veux et j'exigerai qu'ils y aillent en basket, qu'ils y aillent pour faire du lien social, qu'ils aillent pour discuter avec les gens, qu'ils y aillent pour discuter avec des jeunes, pour sécuriser des salles de quartier pendant qu'il y a des réunions ou des jeux de société. C'est le retour de la police de proximité, comme vous disiez. Bien sûr, mais c'est une évidence. Mais ça, je pense qu'à part dans le programme Est-ce que les policiers sont des animateurs? Parce que c'est ça qu'on a reproché à la police de proximité, c'est de faire des policiers qui sont formés pour ça, des animateurs de quartier. Bien sûr, mais ils seront formés pour ça. Aujourd'hui, les policiers municipaux, ils ne sont pas formés pour se comporter comme la police nationale, et pourtant ils ont les mêmes missions que la police nationale. Et je vais même vous dire, j'ai reçu plusieurs appels dont certains anonymes de policiers nationaux de Perpignan, qui se plaignent de la police municipale de Perpignan, qui va tabasser un dealer et qui l'amène au commissariat avenue de Grande-Bretagne, tout fier, on a chopé un dealer. Mais la police nationale, ils pètent les plombs quand ils ont ça, parce qu'ils ne courent pas après le petit dealer de Perpignan, ils courent après les chefs. Donc on a aujourd'hui la police nationale de Perpignan qui peut faire perdre des affaires à la police nationale. Et ça, c'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas formés pour être des policiers nationaux. Par contre, une police de proximité doit être formée à orienter les gens dans la rue, à regarder les incivilités par rapport aux ordures, à aller discuter avec les gens, à créer du lien social. Un policier, c'est un métier de lien social. Mon grand-père était policier. Je suis profondément désolé de voir l'image qu'on finit par avoir de ces métiers-là, où on imagine des gens en armes habillés comme des cow-boys, hautains, qui regardent les gens de travers et qui voient un délinquant derrière chaque jeune. Un policier, c'est pas ça. Un policier, c'est quelqu'un à qui on peut poser des questions dans la rue et qui doit être le premier à aider les passantes et les passants, qui doit engueuler un jeune quand il fait une bêtise, mais qui ne doit pas essayer de convaincre qui que ce soit que c'est un délinquant. Ça, c'est pas possible. Donc oui, police de proximité, et je pense qu'à part M. Alliot, même les candidats de droite, tous les candidats diront la même chose. Ok. Au-delà vous en avez parlé, du trafic de stupéfiants et de la violence qu'il engendre, une grande partie des coups et blessures sont aussi intrafamiliaux. Quelles sont vos propositions clés sur ce sujet ? On veut mettre en place un observatoire des violences et des discriminations qui aura l'obligation de rendre un rapport annuel. Okay, une cellule qui serait à la mairie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de porter plainte. Encore un rapport, parce que quand même des rapports, il y en a quand même beaucoup. Des rapports. Je sais que vous êtes un universitaire, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de rapports. Vous savez que des rapports qui viennent de la mairie, il n'y en a pas beaucoup, et que l'opacité cultivée par M. Alliot est quand même assez grave par rapport à la démocratie. Donc il faut un observatoire des discriminations et des violences. Il faut qu'on sache qui est victime de racisme, parce qu'aujourd'hui le racisme gagne du terrain à Perpignan et c'est pas possible. Il faut qu'on sache qui est victime d'agressions LGBT-phobes, parce qu'avec l'extrême droite au pouvoir, les agressions LGBT-phobes ont bondi. Et il faut que les femmes aient la possibilité d'être accompagnées dans le dépôt de leur plainte. Parce que beaucoup de femmes ont peur de porter plainte, d'aller voir la police, qui parfois leur dit on n'a pas le temps, on ne sait pas, peut-être que c'est pas vrai. Et je souhaite que la mairie soit au contact de ces personnes-là. Et si je souhaite qu'il y ait un rapport, c'est parce que la honte doit changer le camp. Les racistes, les LGBT-phobes, les misogynes et les gens qui battent leurs femmes ou leurs enfants doivent avoir honte. Ça ne peut plus être à la mode et malheureusement à Perpignan c'est devenu à la mode. Un rapport ça n'est pas suffisant, mais il faut aussi que je vous réponde avec les compétences de la mairie. Il ne faut pas que je vous dise je veux sauver le monde. Oui, j'aimerais bien sauver le monde, mais il faut que je vous réponde avec les compétences de la mairie, et les conquêtes qu'on fait, on les fait grâce au rapport de force. Et quand on fait ça, on instaure un rapport de force. Aujourd'hui, les racistes ne doivent plus être venus à Perpignan, ne doivent plus être les bienvenus à Perpignan, et ce rapport permettra de montrer qu'à Perpignan il y a plus de racistes qu'à
qu'ailleurs. La parole qui aujourd'hui agresse les personnes LGBT, la parole des misogynes qui battent leurs femmes ou autres, il faut qu'on sache, il faut que ces gens sachent qu'ils ne sont pas les bienvenus ici et il faut qu'ils se sentent exposés. Il faut qu'on améliore ce truc-là. Monsieur Alliot a monté les gens les uns contre les autres. Je ne suis pas étonné qu'il y ait de plus en plus d'agressions racistes, qu'il y ait de plus en plus d'agressions LGBT-phobes et qu'il y ait de plus en plus de violences intrafamiliales. Je ne suis pas sûre sur les violences racistes et les violences LGBT-phobes qu'il y en ait plus à Perpignan qu'ailleurs. Oui, parce qu'à Perpignan, les gens ont peur. Les gens ont peur de les dénoncer. L'islamophobie, on la trouve à tous les coins de rue à Perpignan. On la trouve à la terrasse de tous les cafés. Et parfois même, vous avez des groupes d'amis, s'ils ne font pas de blagues islamophobes, eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas à la mode. Je ne sais pas si vous entendez un peu ce petit bruit qui monte à la terrasse des cafés. Moi, je vais vous dire, pour mes travaux, j'ai notamment enquêté à l'époque dans l'Italie de Salvini. Et dans l'Italie de Salvini, ce que disaient les associations de gauche, c'est qu'ils sentaient monter un climat pré-fasciste, qui s'est concrétisé par l'élection de Giorgia Meloni. Ben moi, je sens à Perpignan monter un climat pré-fasciste, avec une libération de la parole qui est intolérable. Donc, il y a peut-être pas suffisamment de signalements à votre goût et ni au mien, parce que ces gens ont honte et ne se sentent même pas légitimes face à la grosse machine que représente l'extrême droite la plus violente à Perpignan. Enfin, la précarité est aussi une forme de violence. En 2024, plus d'un tiers des Perpignanais et des Perpignanaises vit en dessous du seuil de pauvreté. Comment faire pour faire baisser ce chiffre qui a explosé depuis plus de 15 ans ? Il faut regarder sur tous les âges en fait. Nous, la première chose qu'on veut, c'est une école gratuite pour tous, avec des cantines bio et gratuites pour tous. C'est assez facile en fait à faire. La dotation par enfant à Perpignan, c'est 48 € par enfant dans chaque école. Ça n'a pas augmenté depuis 15 ans. À côté de ça, on surinvestit dans des caméras à plus de 15 000 € la caméra. Bonne caméra de surveillance, plus de fournitures pour les enfants et les cantines bio et gratuites. Ensuite, je rajoute le sport. Et ça, c'est une mesure qui nous est venue justement des fameuses consultations populaires. Les parents n'ont plus les moyens de payer une licence de sport à leur enfant. C'est grave, parce que c'est du lien social et c'est de la santé. La licence la plus chère de la ville, c'est la licence à l'USAP. C'est 150 € pour un enfant. Une caméra, c'est 15 000 €. Donc vous voyez combien on met d'enfants au rugby avec le prix d'une caméra. Donc la mairie s'engage sur ça. Ensuite, il y a le côté emploi. Le côté emploi, notamment des jeunes, il passera que par deux choses. Première, c'est déségréguer les quartiers. Il y a des jeunes qui sortent plus de leur quartier parce qu'ils ont honte, racisme ou autre, parce qu'ils sont en décrochage scolaire, mais aussi parce qu'il n'y a pas de services publics qui leur permettent de sortir des quartiers. C'est pour ça qu'on veut les bus gratuits, à commencer par les moins de 26 ans. Et qu'on poursuivra par les bus gratuits pour tous, avec un réseau à haute intensité de services et en site propre, en créant un rapport de force au sein de Perpignan Méditerranée Métropole. Quand je vais leur dire ça, ils vont me rire au nez, mais ils ne vont pas rire longtemps, puisque la ville de Perpignan contribue plus que les autres à l'entretien de la voirie, au prêt, à la rénovation des arrêts, etc. On y reviendra sur Perpignan Métropole, justement. Pour le bus, après ça, il faut que ces jeunes aient un emploi, et un emploi qui ne soit pas délocalisable. Il faut que ces jeunes travaillent à Perpignan, et il faut qu'ils se forment, puisqu'il y a beaucoup de jeunes en décrochage scolaire. Il y a un de nos jeunes, justement, dans le cadre depuis plusieurs mois, nous travaillons avec des jeunes, ils découvrent le journalisme. Certains ont souhaité poser des questions aux candidats. Et pour vous, c'est Amalia qui se lance, donc je vais vous donner la tablette, et il faudra appuyer sur la petite flèche ici pour lancer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Amalia, j'ai 19 ans. Qu'est-ce qui aura changé à la fin de votre mandat par rapport à l'accès à l'éducation et à l'emploi pour les jeunes ? On a présenté un certain nombre de mesures pour l'école, mais évidemment il n'y a pas que l'école, il y a les collèges, lycées et l'enseignement supérieur. Les collèges, lycées, c'est une compétence des départements et de la région, et malheureusement je n'aurai pas les mains sur ça. Sur l'enseignement supérieur, il y a une volonté de continuer à travailler avec l'université. Je crois que le travail avec l'université, il est assez apolitique et il est en œuvre depuis de longues années et depuis plusieurs mandats. Moi, la seule chose que je déplore, c'est qu'on est un peu instrumentalisé les étudiants du centre-ville en mettant le campus de la fac de droit à la lisière du quartier Saint-Jacques. On sait que derrière, il y a une volonté de gentrifier le quartier à marche forcée. Donc on ne va pas dénaturer les rapports de la mairie avec l'université, mais bien évidemment, on ne va pas continuer la gentrification à marche forcée du quartier Saint-Jacques. Moi, c'est surtout l'emploi qui m'intéresse, parce que la mairie peut avoir de vrais leviers là-dessus. Au-delà d'accorder
meilleure information, meilleure prise en charge ou autre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est créer un campus de la transition municipale qui va être un organe qui va permettre aux étudiants de faire des formations courtes sur les métiers de la transition écologique qui sont directement utilisables au sein de la ville. Ça va être le solaire, ça va être de la rénovation, ça va être de la recyclerie, du réemploi. C'est des formations certifiantes courtes qu'on va réfléchir avec la Chambre des métiers et qui permettront aux jeunes d'être employables immédiatement à l'échelle de la ville intramuros. Parce que ça, c'est extrêmement important de Donc pouvoir... ce sera des emplois municipaux, non? Ça peut être des emplois municipaux et c'est les emplois qui permettront aux artisans de recruter des jeunes qui sont, dont la force de travail est utilisable localement et pour les métiers de demain. Parce que les jeunes qui se forment, on le sait, on fait le même constat, et moi-même je suis né à Perpignan, mais je suis parti quelques années ailleurs pour la fin de mes études et pour mon premier boulot. Il faut que les jeunes puissent rester là. Alors pour les gens qui arrivent à faire des études supérieures, il y a quand même des débouchés, il y a des belles entreprises dans le département, mais pour les gens qui sont dans la difficulté sociale, dans la précarité, qui décrochent, qui ont envie de bosser mais qui ne savent même plus comment on fait pour retourner au boulot, eh bien je pense que la mairie doit avoir un rôle social là-dedans. Avec ce campus de la transition qui proposera des formations certifiantes, on aura de la main-d'œuvre qui sera employable notamment par les artisans locaux, par les PME locales, pour pouvoir travailler sur Perpignan et même Perpignan intramuros. Il y a un autre sujet qui est le développement économique. Et vous le savez, c'est une compétence qui est dévolue à la communauté urbaine. Donc, vous, maire de Perpignan, est-ce que vous serez aussi candidat pour Perpignan Méditerranée Métropole ? Moi, maire de Perpignan, pour l'instant, je souhaite me concentrer sur ma campagne et sur le fait de faire quelque chose pour Perpignan. Ce que je regarde par rapport à la communauté urbaine, et je vous avoue qu'on n'a pas encore décidé avec nos colistiers parce qu'on essaye de laisser les égos de côté. Aujourd'hui, on se dit que si on gagne, il vaut mieux prévoir une stratégie de rapport de force avec Perpignan Méditerranée Métropole pour obtenir les conquêtes qu'on a promis à nos électeurs, que d'essayer de se dire oui, nous allons faire ceci, cela parce qu'on va gagner ou autre. Rien n'est acquis pour nous et on sait qu'on a toutes les forces qui sont contre nous. Excusez-moi, mais quand vous parlez de rapport de force, c'est quand même l'apanage des dirigeants comme Donald Trump ou Javier Milei aujourd'hui. Pourquoi parlez-vous de rapport de force ? Absolument pas. C'est quoi cette stratégie de rapport de force ? Les conquêtes sociales, elles se gagnent comment ? Comment on a fait pour arracher des conquêtes sociales? On ne les a pas arrachées en disant je vais aller faire des bisous à mes copains. Moi, si je veux le bus gratuit, je sais que je vais devoir me battre pour avoir le bus gratuit. Parce qu'il va falloir, au-delà de convaincre, que je dise qu'il y a des choses qui vont changer si ce projet n'est pas en route. Si je veux mettre à disposition tous les locaux vides de Perpignan, ça passera que par le rapport de force. Vous croyez que si je vais demander au département et à la région, ah les copains, ça serait quand même bien de mettre vos locaux à disposition des SDF, vous croyez qu'ils vont dire quoi ? Eh bien non, il va falloir faire un audit de ces locaux, il va falloir rendre la liste publique et il va falloir dire militons ensemble pour que ces locaux soient utilisés. C'est ça le rapport de force. On est obligé de passer par le rapport de force quand on est face à un système oligarchique qui incarne une sorte de néolibéralisme urbain qui prend les décisions à la place de tout le monde, si on veut que la population aille mieux, que la population soit digne et que la population augmente son pouvoir d'achat. Moi, je suis au service de la population. Je ne suis pas au service de cette oligarchie locale, je ne suis pas au service du golfe de Villeneuve-de-la-Raho, je ne suis pas au service des délires de Madame Delga ou de ceux de Monsieur Alliot. C'est ça le rapport de force. Moi, je suis là pour les gens, je ne suis pas là pour entretenir un système. Donc, je pense que les conquêtes sociales qu'on aura auprès de Perpignan Méditerranée, je m'y prépare en me disant comment je peux gagner. Je sais que quand je serai maire, j'aurai toutes les forces contre moi. Alors, je me prépare à comment gagner. Et comment gagner, ça veut dire imposer des rapports de force. Ces rapports de force nous permettra d'avoir des conquêtes sociales. Autre priorité des Perpignanais et des Perpignanaises, l'écologie. Et votre liste s'appelle Changénaire. École, habitat, sécheresse, canicule, comment adapter Perpignan au climat de 2030 ? La question est vaste et on part de loin. On part de loin parce que Perpignan est une ville très bétonnée. PLUI après PLUI sur l'aménagement, on a libéré du foncier, on a artificialisé les sols, on a bétonné, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de quartiers où il n'y a même pas le moindre espace vert, où il n'y a même pas le moindre arbre. Donc on réfléchit à plusieurs choses. Par rapport à ça, il y a des endroits où il faudra déconstruire un peu pour avoir quelques îlots de fraîcheur. Déconstruire, ça veut dire détruire. Ça veut dire détruire, Ok, ouais. D'accord. Il faudra déconstruire à certains endroits pour avoir quelques îlots un peu verts parce qu'on n'a pas le choix. Vous parlez de Saint-Jacques ? Non, Saint-Jacques, c'est un quartier justement où il faut reconstruire et préserver. Mais il y a certains endroits, on a commencé à regarder vers la gare, ce qu'on pouvait faire, peut-être des bâtiments inoccupés qu'on peut transformer en petits jardins. Il y a de la végétalisation, des cours de récré. Il y a quelques petits leviers comme ça, mais c'est insuffisant. Et moi, je crois que le combat
auquel on se prépare, surtout là à Perpignan, c'est les passoires thermiques. Le nombre de passoires thermiques, il est extraordinaire. Et quand on est dans une passoire thermique, c'est la double peine. Qui c'est qui est dans les passoires thermiques? C'est les gens qui sont souvent les moins aisés. Donc ils tombent malades, ils ont froid, parce qu'ils sont dans des locaux qui ne sont pas en bon état, et en plus ils payent plus cher la facture d'eau et l'énergie. On veut la rénovation des passoires thermiques. Comment voulez-vous qu'on l'obtienne sans rapport de force? Je repose la question par rapport à ça. Si je dis aux bailleurs sociaux, parce qu'il n'y a pas que des bailleurs publics, il y a des bailleurs mixtes, il y a des bailleurs privés, si je leur dis, les amis, il va falloir rénover, ils vont me dire, si c'est pas rentable pour moi, je vais peut-être pas le faire. Eh bien nous, ce qu'on se dit pour obtenir ça, c'est déjà on va mettre sur tout ce qui est public, solliciter toutes les aides possibles et imaginables, mais ce qu'on dit aux acteurs privés aussi, c'est si vous ne vous engagez pas à faire les rénovations nécessaires, moi, maire, je signe un arrêté pour interdire les coupures d'eau et d'électricité pendant l'hiver dans les quartiers populaires. Votre avis, ils vont les faire les rénovations ou pas? Parce que là, les propriétaires, mais c'est qui va faire les Alors moi, je commence d'abord par réfléchir au parc social, parce qu'aujourd'hui, on a un parc social qui est parce que les propriétaires privés, eux, ils s'en fichent un peu. Non, oui, mais l'arrêté qui permettra d'interdire les coupures d'eau et d'énergie peut aussi concerner les propriétaires. On va commencer par le parc social. Les entreprises sociales pour l'habitat qui ne font pas les rénovations, c'est plus moi qui irai leur tirer les oreilles, c'est Veolia et l'EDF. Donc ils finiront par les faire, les rénovations. Et moi, j'aurai gagné mon pari sur les passoires thermiques. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Pour gagner de la dignité pour les gens, pour gagner du pouvoir d'achat pour les gens. Ok. Très rapidement, après son élection, Louis Alliot a débaptisé la ville. Et Perpignan-la-Catalane est devenue la rayonnante. Quelle est votre position sur ce sujet et au-delà sur la catalanité? C'est assez délirant ce qu'il a fait et ça allait à l'encontre de tout ce que souhaitaient les Perpignanais et en plus ça a coûté de l'argent. Perpignan c'est une cité catalane, c'est une cité méditerranéenne et le slogan Perpignan-la-Catalane lui allait très bien. Et je crois que tous les candidats qui sont mes adversaires mais que je respecte ont le même projet de revenir à Perpignan-la-Catalane parce que Perpignan-la-rayonnante ça n'a aucun sens. Il a essayé de flatter quelque part son électorat en mettant aussi un logo religieux qui faisait penser à une histoire de Perpignan que lui seul connaît. Donc ça, c'est complètement délirant. Donc, acte comme tout le monde, je pense que revenir à Perpignan-la-Catalane, c'est logique. Il n'y a pas besoin de sondage. Madame Langevin surjoue un peu cette carte-là, mais il n'y a pas besoin de sondage. Et j'aimerais aussi rappeler à Madame Langevin qu'elle était pour que le Languedoc-Roussillon se fonde dans une région Occitanie, et que là, par contre, 100% des Perpignanais étaient contre. Donc, chacun suit son chemin, mais on est pour un retour à Perpignan-la-Catalane. La question de la catalanité, pour nous, la catalanité doit être un vecteur de lien social. Moi, je réfléchis toujours un petit peu comme ça. Et les écologistes sont au point sur ces questions-là. Les écologistes ont travaillé sur le double affichage des noms, en français et en catalan. On veut nommer un adjoint à la culture catalane parce qu'on parle d'économie locale, mais aujourd'hui les rapports économiques entre la Catalogne Nord et la Catalogne Sud ne sont pas assez solides. Le catalan doit redevenir un vecteur de lien social. Il faut que Louis Alliot arrête de détruire la culture catalane et même au-delà de détruire la culture méditerranéenne. Perpignan, c'est un carrefour. C'est un carrefour de métissage. Depuis l'Empire romain, on s'échange. Les Marocains vont en France, les Français vont acheter. Et ça n'arrête pas. Il ne peut pas avoir une ville sans métissage. Et l'histoire récente, parce que c'est récent, la catalanité, c'est quelques centaines d'années, l'histoire récente plaide pour une culture catalane forte. Donc nous serons une municipalité qui assumera pleinement sa culture catalane. Pour cette campagne, le maire sortant, Louis Alliot, est dans tous les médias nationaux en raison, entre autres, de ses débrouilles avec la justice. De votre côté, de nombreux cadres nationaux viennent vous soutenir et Jean-Luc Mélenchon est aussi annoncé. Quel est l'intérêt de nationaliser une élection locale ? Vous aurez remarqué que toutes les villes de plus de 100 000 habitants sont des élections nationales. On ne peut pas faire autrement. C'est trop important, une ville de plus de 100 000 habitants et des maires de villes de plus de 100 000 habitants ont autant d'espace médiatique que des ministres. Donc une ville de plus de 100 000 habitants pour une formation politique, c'est extrêmement important. Donc ça veut dire que vous serez dans les plateaux de télévision comme Monsieur Alliot pendant votre mandat, si vous êtes élu ? Moi, je répondrai aux journalistes qui m'inviteront sur des plateaux télé quand ils m'inviteront sur des plateaux télé, mais j'habite à Perpignan et je resterai à Perpignan. C'est sûr qu'on ne me trouvera jamais au chevet de Charlie Kirk ou invité à plusieurs reprises chez Monsieur Trump. Donc, c'est de notoriété publique que Monsieur Alliot n'est pas très souvent à Perpignan, mais je crois que c'était pas ça le début de la question. C'était pourquoi nationaliser les élections ? Débat. Ville de plus de 100 000 habitants, c'est une élection nationale. La deuxième chose, c'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'extrême droite a voulu faire de Perpignan son laboratoire. Ben nous, on en a fait le laboratoire de la lutte contre l'extrême droite. Ça fait des années qu'on travaille bien. C'est pour ça que Manon Aubry a souhaité me soutenir. Il me dit, ben Michael,
Comment je peux faire? Je dis, ben maintenant, viens, et puis on fait un meeting. Jean-Luc Mélenchon se dit, à Perpignan, il y a une liste qui est dynamique, il y a une liste dans la ligne du Nouveau Front Populaire, il y a une liste qui est annoncée plutôt bien dans les sondages, eh bien je vais aller l'aider. C'est aussi un moyen de faire reculer l'extrême droite que d'inviter Jean-Luc Mélenchon à Perpignan. Mais Jean-Luc Mélenchon fait d'autres villes de plus de 100 000 habitants, et puis il était à Toulouse assez récemment. Les villes de plus de 100 000 habitants sont des élections nationales, et les écologistes, c'est pas que pour nous, les écologistes enverront, je ne peux pas vous donner le nom parce que je n'ai pas encore la confirmation de qui ça sera, mais enverront quelqu'un qui est un poids lourd des écologistes pour le meeting avec Jean-Luc Mélenchon. Et Madame Tondelier passera aussi dire bonjour à Perpignan. Mais moi je vais vous dire, ce qui serait grave, c'est que Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier et les poids lourds des écologistes ne viennent pas en fait. Vous avez déclaré qu'avec vous, ce serait le programme, tout le programme et rien que le programme. Comment tenir cette ligne quand des événements nationaux ou internationaux obligent des élus à renoncer à leurs promesses? À leurs promesses municipales? Oui. Comme quoi? Par exemple, ici, localement, on a été percuté par l'augmentation des coûts de l'énergie. Il a fallu réduire le soutien aux associations parce que le coût de l'énergie a été multiplié suite à la guerre en Ukraine. Donc tout ça, ça fait baisser les volants municipaux financiers. Et donc du coup, à un moment donné, il faut peut-être... Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu plein de choses qui font qu'on est parfois obligé de revenir sur un programme, y compris municipal. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager sur des choses qu'on ne pourra pas tenir. Et j'ai bien relu les lignes que je souhaite mettre en œuvre. Il n'y a rien qui fera que je ne pourrai pas le tenir. La seule chose qui pourrait faire que je ne puisse pas le tenir, ben non, je ne vois pas. Non. Non, je vois pas. Si demain il y avait le Covid, par exemple, si on était si obligé de si demain il y avait le Covid, on serait tous confinés, mais ça ne m'empêcherait pas d'avoir la cantine jouet gratuite, ça ne m'empêcherait pas d'avoir toutes les fournitures scolaires gratuites, ça ne m'empêcherait pas d'interdire les coupures d'eau et d'électricité l'hiver dans les quartiers populaires, ça ne m'empêcherait pas de débaptiser l'espace sportif Jean-Carl Doriola. Tout est envisageable, il ne faut juste pas être mégalomane, il faut être humble et il faut déjà dire aux gens que la priorité, c'est le lien social, c'est la dignité, c'est le pouvoir d'achat. Objectivement, je ne vois pas en quoi le Covid ou les gilets jaunes demain pourraient m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça sera tout le programme et rien que le programme, et c'est pour ça que la main qu'on tendra au deuxième tour, ça ne sera pas une main tendue à n'importe qui et à n'importe quel prix. Ok. Encore une question concernant la culture, on n'en a pas trop parlé lors des échanges. Vous avez des propositions à ce niveau-là. On sait que ce n'est pas forcément une grande latitude au niveau des finances, mais il y a quand même des idées à proposer. C'est les subventions. Je suis un enfant de Perpignan, j'ai souvenir d'avoir passé des moments exceptionnels à la Casa Musicale, et aujourd'hui la Casa Musicale est en difficulté. On coupe les associations, il y a de moins en moins de concerts de figures nationales au Mediator, le théâtre aussi est en difficulté, il y a une politique de subvention à revoir, mais encore une fois, l'argent a été mis à des mauvais endroits. Je sais que j'aurai pas des budgets démesurés, et c'est pour ça que j'ai pas de mesures démesurées. Je dis pas on va révolutionner ceci, cela, construire un super musée, je vais pas mentir, je le ferai pas. J'aurai un budget qui est contraint. Mais je crois qu'au lieu d'acheter des armes, au lieu d'acheter des caméras, au lieu de donner des subventions qui sont complètement délirantes au cercle algérianiste, qui réécrit l'histoire, qui est nostalgique de l'Algérie française, il y a beaucoup d'argent qui serait beaucoup mieux utilisé à la Casa Musicale, qui serait beaucoup mieux utilisé par les petits acteurs de la culture. Il y a une culture à Perpignan un peu street qui émergeait, les street artistes ont disparu, et ça, moi, ça m'agace. Je veux du hip-hop à Perpignan, je veux des danseurs à Perpignan, je veux des graffeurs à Perpignan, mais ils n'ont même pas d'espace pour travailler et pour s'entraîner ou autre. Donc encore une fois, il faut être humble, mais il faut être aussi ferme sur le fait que de l'argent sera enlevé de là où c'est inutile pour le mettre là où c'est utile. Une ville sans culture, c'est pas possible, mais ça va très bien avec l'extrême droite. L'extrême droite est l'ennemi de la culture. L'extrême droite n'a pas envie que les gens s'émancipent. Et aujourd'hui, si Perpignan est aussi ségrégué, aussi cloisonné, c'est parce que Louis Alliot est en guerre contre la culture. On arrive au terme de cet entretien. C'est passé vite. J'ai une toute dernière question. Sincèrement, Michaël Idrac, pourquoi voulez-vous être maire de Perpignan? Je vais être maire de Perpignan pour changer la vie des gens. Moi, je suis quelqu'un qui s'est engagé en politique après m'être engagé d'un point de vue humanitaire et après m'être engagé d'un point de vue professionnel. Mon premier intérêt professionnel, ça a été la question des réfugiés. À 20 ans,
Je suis rentré dans un camp de réfugiés pour la première fois, j'en ai 38, ça fait 18 ans que j'y suis. J'ai été choqué par ce qu'on faisait aux gens qui se déplaçaient parce qu'ils n'avaient plus à manger, parce qu'il y avait des guerres ou autre. Donc j'ai commencé à travailler sur ce créneau-là et c'est qu'après que la politique est venue. Je me suis dit un jour que je vais m'engager en politique parce que ça m'intéresse. Puis on m'a dit tu peux pas nous faire une conférence sur les réfugiés, puis 2, puis 3, puis 4, puis tu veux pas être candidat aux élections et puis à Perpignan ça serait bien que tu prennes un peu les choses en main. Donc moi c'est l'injustice. Et si je fais de la politique c'est pour changer la vie des gens. Merci, Michaël Hidalgo. Merci à vous.